Créée le 28 mai 1975 pour renforcer l'intégration économique et la coopération régionale, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest joue un rôle majeur dans la vie politique, économique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Face aux crises politiques, aux défis sécuritaires et aux nouvelles dynamiques régionales, la CEDEAO reste confrontée à de nombreuses interrogations, notamment sur son efficacité et son avenir. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Politicia qui traite des défis de l'intégration de la CEDEAO. Et pour ce faire, nous avons M. Drissa Soulama, coordonnateur national du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame pour l'invitation. Et M. Koumandango, conseiller technique du président de Social Justice Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités, madame. C'est nous. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur les défis de la CEDEAO et on se retrouve juste après. Depuis 1975, la CEDEAO a progressivement bâti une architecture régionale articulée autour de la libre circulation, de la coopération économique et de la gestion des crises. Ce socle a permis d'ancrer des mécanismes durables, mais la dynamique actuelle impose une relecture des priorités. L'organisation doit désormais composer avec une fragmentation partielle de son espace et une exigence accrue de résultats concrets. Aujourd'hui, notre région fait face à un complexe arrêt de trait. L'extrémisme violent, l'insécurité au Sahel, l'instabilité politique, les disparités économiques et les vulnérabilités climatiques. Dans des moments comme ceci, la diplomatie et la solidarité doivent rester notre première et la plus forte ligne de défense. La récente décision du Mali, Burkina Faso et du Niger pour se retirer de l'Écosse est un développement regrettable. Mais même dans ce cas, l'engagement continu doit rester notre étoile. Nous devons répondre non avec isolation ou récrimination, mais avec une compréhension, un dialogue et une volonté d'écouter et de s'engager. Sur le plan économique, les acquis restent structurants. Plus de 15 000 entreprises bénéficient du schéma de libéralisation des échanges, près de 50 000 produits circulent avec des avantages tarifaires et 201 projets régionaux ont été identifiés pour un coût estimé à 131 milliards d'euros. L'interconnexion énergétique concerne désormais 14 pays de la région ouest-africaine élargie. Pourtant, le commerce intracommunautaire demeure limité à environ 12%, traduisant une intégration encore incomplète. C'est considérablement bas comparé aux pays européens et asiatiques. Pour résoudre ce problème, nous devons continuer d'adresser les déficits d'infrastructures et énergétiques, ainsi que les barrières non tarifaires. Mais le plus important, c'est d'adresser les contraintes du côté de l'appui et de nos communautés et de nos économies. Pour améliorer la productivité, nous devons être capables d'attirer l'investissement de l'intérieur et de l'extérieur. Notre marché de 400 millions de personnes est un magnet potentiel pour les investisseurs. Cela, encore une fois, souligne l'importance de l'intégration régionale. Aucun investisseur significatif n'est attiré par la petite taille de nos marchés individuels. Nous devons aussi investir en paix et en sécurité. Sur le plan sécuritaire, l'organisation a démontré sa capacité d'action, notamment en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et en Gambie en 2016. Les efforts conjoints ont également permis une réduction notable de la piraterie maritime avec 0 incident majeur signalé en 2024 dans certaines zones du golfe de Guinée. Toutefois, l'instabilité persistante au Sahel et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, redéfinissent les équilibres sécuritaires et compliquent la coordination régionale. Nous devons aussi investir dans la paix et la sécurité. Les menaces terroristes, qui constituent un moteur clé de l'insécurité dans la région, ne connaissent pas les frontières. Cela rend la collaboration de la sécurité et de l'innovation dans la région impérative. En ce sens, j'aimerais saluer l'effort déployé par son Excellence le Président Mahama, Excellence le Président Faure Gnassingbé, le Président Bassirou Diomaye Faye, et en effet, le président de l'autorité ECOWAS,
des chefs de l'État et de gouvernement. Son Excellence Bola Ahmed Tinubu, qui s'est engagé à amener la réconciliation et à soutenir la collaboration entre l'ECOWAS et les pays qui sont membres de l'Alliance pour l'État sahélien. À l'issue de son cinquantenaire célébré en 2025, la CEDEAO entre dans une phase d'ajustement stratégique. L'enjeu désormais est de renforcer la sécurité face à l'expansion des groupes armés, porter le commerce intra-régional au-delà de 20%, accélérer la mise en œuvre des 131 milliards d'euros d'investissements programmés et préserver les acquis de la libre circulation dans un espace désormais recomposé. Entre consolidation et adaptation, l'organisation joue sa crédibilité. Maintenir une dynamique d'intégration à 12 tout en redéfinissant ses relations avec le bloc sahélien. Retour sur ce plateau. Drissa Soulama, quel bilan peut-on dresser des 50 années d'existence de la CEDEAO selon vous? Merci madame, merci pour l'opportunité. Je pense qu'avant toutefois, avant de dresser le bilan, il faut déjà remercier les pères fondateurs de la CEDEAO qui ont vu effectivement l'opportunité de mettre en place une communauté économique pour non seulement faciliter l'intégration entre toutes les communautés qui vivent dans l'espace CEDEAO. Donc c'est un effort qu'il faut saluer. Saluer cette idée. Parler de bilan de 50 ans, je pense que le bilan, pour nous, il est mitigé. Quand on regarde ce que la CEDEAO a fait depuis la création, aujourd'hui, il y a certains défis qui restent, mais en termes de bilan, nous pouvons dire que le bilan est mitigé. Pourquoi? Parce que en termes de libre circulation des personnes et des biens, je pense que nous sommes avancés dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de visa pour quitter la Côte d'Ivoire, pour aller au Burkina, quitter le Burkina pour aller au Sénégal. Donc, nos populations, effectivement, arrivent à se déplacer de manière plus aisée. En termes de prévention des conflits, c'est un secteur qui est mitigé parce qu'aujourd'hui, on constate que la CEDEAO, plutôt que de prévenir les conflits, est en train de gérer les conflits. Donc, pour nous, il y a cet aspect aussi de la CEDEAO en termes de prévention des conflits qui reste un défi que la CEDEAO doit combler. Mais il y a la question aussi de l'intégration économique. Pour nous, c'est un bon secteur sur lequel effectivement la CEDEAO avait été créée par le départ, puisque depuis 1975, l'idée première, l'objectif même de la CEDEAO, c'était d'harmoniser l'économie entre les États vivants dans l'espace CEDEAO. Et c'est plus tard que la CEDEAO s'est engagée dans d'autres secteurs, notamment les questions de démocratie et les questions aussi de paix et de sécurité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels la CEDEAO s'est engagée, mais ces chantiers restent encore à développer, à peaufiner et à faire en sorte que la CEDEAO puisse effectivement atteindre sa vitesse de croisière dans les années à venir. Merci. Monsieur Komandango, justement, quel bilan vous dressez? Merci infiniment, madame, de nous avoir associés à cette importante émission pour partager notre point de vue relativement au bilan de la CEDEAO 50 ans après. Il convient de dire que c'est un bilan qui est entre des avancées et des contraintes. C'est un bilan qui fait apparaître des avancées majeures. Et sur plusieurs points d'ailleurs, sur la question notamment de la gouvernance de façon générale, nous avons quelques améliorations. Vous le savez, les mécanismes de prévention des conflits depuis 2001 et bien d'autres dispositifs mis en place ont permis, dans une certaine mesure, d'améliorer les questions, les défis liés à la paix et à la sécurité. Dans le reportage qui a été présenté, il était question justement de l'intervention, donc du dispositif d'intervention de la CEDEAO dans certains pays à l'occasion de certains conflits. Le bilan, il est également appréciable sur d'autres points, notamment la question de la circulation des personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, il est permis pour un citoyen de la CEDEAO de passer d'un État à un autre sans grande difficulté, de façon générale. Puis sur la question aussi
bien sûr, environnementale. Il y a plusieurs initiatives qui visent à faire apparaître des principes directeurs, et on peut avoir la politique environnementale de la CEDEAO. Dans d'autres domaines, c'est la politique du genre et de la jeunesse. C'est un ensemble donc d'initiatives qui ont été prises sous l'impulsion de la CEDEAO et qui ont permis dans une certaine mesure de connaître quelques avancées sur les politiques, sur, je vais dire, le bien-être des populations de façon générale. Mais comme je l'ai indiqué, il y a aussi des contraintes. Et ces contraintes, nous les connaissons. Cela a été dit, l'objectif final de la CEDEAO, l'unité communautaire ou la communauté économique souhaitée à travers la CEDEAO, c'était d'améliorer le niveau de vie des populations. Et de ce point de vue, nous sommes loin d'atteindre l'objectif que s'est fixé la CEDEAO. Monsieur Soulama, vous indiquiez tout à l'heure que la CEDEAO se retrouve à gérer les conflits. Justement, sur quoi vous vous basez pour sortir une telle assertion? Merci, mais on le voit aujourd'hui, lorsque on a des élections, par exemple, vous voyez que en Côte d'Ivoire, par exemple, la commission électorale indépendante a été dissoute. Oui, récemment. Oui. Récemment, le gouvernement ivoirien va certainement engager un processus de mise en place de la commission électorale indépendante. Mais vous ne verrez pas la CEDEAO venir intervenir, venir appuyer la mise en place d'une telle commission. En 2020, par exemple... Est-ce qu'elle devrait? Elle devrait, mais si effectivement la CEDEAO veut prévenir les conflits, je pense que les germes des conflits aussi doivent être prévenus. En 2020, par exemple, lorsqu'en Côte d'Ivoire, il y avait eu la question du troisième mandat. Mais la CEDEAO ne s'est pas prononcée. Jusqu'à ce qu'il y ait un conflit entre les acteurs politiques où il y a eu des morts. Pour nous, en termes de prévention, la CEDEAO ne fait pas assez en termes de prévention. C'est vrai qu'il y a la force en entente qui avait été mise en place, effectivement, pour travailler sur les questions de conflits, sur les questions de terrorisme, etc., etc. Mais cette force, où en est-on aujourd'hui avec cette force? On ne la voit pas. Cette force même a été remplacée. Aujourd'hui, on parle de G5 Sahel, qui a été dissous, etc., etc. Donc, la CEDEAO devait plutôt s'engager à la prévention des crises au sein de la communauté, plutôt que de gérer les crises. On a vu, même le reportage l'a indiqué, lorsqu'il y a eu des coups d'État dans certains pays, effectivement... Justement, je vais vous poser la question. Est-ce que, selon vous, les crises politiques récentes dans certains pays, notamment les pays de l'AES, fragilisent-elles l'influence de la CEDEAO dans la région? Ah oui, mais c'est un échec. C'est un échec diplomatique de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, effectivement, n'a pas pu faire en sorte qu'on ne puisse pas se fragiliser, se fragmenter en créant encore 3 États qui se sont mis ensemble pour créer les États de l'AES. Donc c'est un échec diplomatique. Maintenant, ces 3 États existent, mais la CEDEAO doit s'assurer à faire en sorte que ces 3 États puissent revenir à la CEDEAO, travailler avec la CEDEAO, même si cette confédération existe. On l'a vu avec le Conseil de l'Entente. C'est vrai que ce n'était pas au cours d'une crise que le Conseil de l'Entente est parti, s'est créé. Mais le Conseil de l'Entente, par exemple, existe. Mais ils sont membres aussi de la CEDEAO. Les États membres du Conseil de l'Entente sont membres de la CEDEAO. Donc pour nous, la CEDEAO doit travailler dans ce sens, faire en sorte que l'AES, les États membres de l'AES, notamment le Burkina, le Niger, le Mali, travaillent à ce que ces États reviennent à la CEDEAO, travailler avec la CEDEAO, parce que c'est la même communauté. Et aujourd'hui, quel est le sort de ces populations qui vivent à la frontière avec le Burkina, qui vivent avec la frontière au Mali et qui échangent avec ces communautés-là? Est-ce que ces personnes, quand elles vont se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire ou aller au Mali, quel sera leur sort? Donc pour nous, la CEDEAO devrait travailler à ce que l'AES, les États membres de l'AES, effectivement, reviennent à la CEDEAO, même si la confédération existe, mais elle devrait travailler avec la CEDEAO. Donc c'est un chantier sur lequel, pour nous, la CEDEAO devrait travailler, faire en sorte que l'AES, oui, certainement, ils ne vont pas revenir en arrière pour dire non, bon, ok, on dissout notre confédération, même si on ne dissout pas la confédération de l'AES, mais il faut travailler à ce que l'AES, les États membres de l'AES puissent revenir à la CEDEAO. Réaction, Monsieur Roman? Merci infiniment. Je
J'estime que l'intervention de M. le coordonnateur est à propos. Nous faisons tous le constat de ce que, sur les questions de sécurité et de paix, les causes profondes parfois relèvent de la question de la gouvernance politique ou démocratique. Et la CEDEAO elle-même le dit dans son agenda 2050 que les défis liés à la gouvernance politique démocratique du fait des changements constitutionnels non consensuels constituent un facteur qui exacerbe l'instabilité et les questions d'insécurité. Donc, c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est extrêmement important pour la CEDEAO de pouvoir trouver un mécanisme en interne pour rassurer non seulement les citoyens de la CEDEAO quant au mécanisme de gouvernance qui puisse permettre véritablement de prévenir les conflits, comme on l'a dit, mais surtout lorsqu'ils apparaissent, de pouvoir les gérer ainsi qu'il convient. Et ça, c'est extrêmement important. Drissa Soulama, pour vous, quels sont les enjeux de la récente rencontre tenue à Lomé entre la CEDEAO, les représentants de l'AES et des membres de la communauté internationale? Merci. Je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut saluer. Je pense que, comme on le dit, la diplomatie est en marche pour faire en sorte que les différents membres de l'AES, notamment le gouvernement, puissent se parler avec les États membres aussi de la CEDEAO pour trouver des solutions à cette dislocation plus ou moins lente de la CEDEAO. Donc je crois que c'est une bonne initiative de faire en sorte que ceux de l'AES, ceux de la CEDEAO et même la communauté internationale puissent intervenir pour que ces différents acteurs puissent se parler et trouver des solutions aux problèmes. Parce que vous savez que le problème que les États membres de l'AES vivent aujourd'hui, nous qui sommes des pays frontaliers effectivement de l'AES, nous sommes tous victimes de la crise que ceux de l'AES vivent aujourd'hui. Quand on voit des milliers de déplacés qui viennent de ces pays-là et qui affluent vers les différents pays, notamment la Côte d'Ivoire, je sais que certainement il doit en avoir au Bénin également. Donc nous sommes tous victimes, nous sommes tous du fait de cette crise. Donc il est bon que des solutions puissent être trouvées et de sorte que la CEDEAO aussi peut aider les États membres de l'AES. On sait qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à la question du terrorisme, à la question aussi du djihadisme. Mais à eux trois, on se pose la question si effectivement ces trois États pourront venir à bout de ce phénomène-là. Mais il faut que les États frères qui sont de la CEDEAO, notamment soit de la Côte d'Ivoire, les autres États, puissent effectivement conjuguer leurs efforts pour pouvoir les aider à lutter contre ce fléau qui est en train de venir pas à pas. Parce que quand on regarde, dès le départ, on était au nord du Mali, et ensuite on allait au nord du Niger, au nord du Nigeria avec Boko Haram. Aujourd'hui, on descend. Aujourd'hui, le Bénin est menacé. La Côte d'Ivoire, il y a eu des attaques. Donc tout cela veut dire que la sous-région ouest-africaine est menacée. Donc c'est le moment effectivement de conjuguer nos efforts pour faire en sorte que ce fléau ne puisse pas effectivement atteindre toute la sous-région, notre sous-région, notamment la CEDEAO. Il faut lutter contre ce phénomène-là. Et je pense que cette réunion avait aussi cet objectif-là, de faire en sorte que la sécurité puisse effectivement revenir au sein de notre sous-région. Je vous invite à suivre ce reportage sur les réactions des citoyens vis-à-vis des défis d'intégration de la CEDEAO et on se retrouve juste après. Nous avons remarqué certaines faiblesses au niveau de la CEDEAO, au niveau des sanctions économiques. Que les sanctions économiques ne sont pas appliquées, ne sont pas applicables d'abord. Et donc il faudrait que la CEDEAO essaie de durcir un peu ces sanctions en vue des pays qui ne respectent pas les différents trucs. Donc à l'horizon 2025 ou à l'horizon 2050, il faille que la CEDEAO soit encore plus forte, plus dynamique et j'en passe. Normalement, la CEDEAO est censée régler les problèmes au niveau des pays africains.
Et à voir ce qui se passe au niveau des pays africains, je pense que la CEDEAO ne joue pas réellement son rôle. Parce que certains pays sont mal gérés en fonction de leurs problèmes, si je peux dire ça comme ça. Quand je prends le cas du Mali, du Burkina, en tout cas les pays de l'AES, je pense que la CEDEAO est en train de dévier vraiment dévier au niveau de son travail. À l'horizon 2050, je veux que la CEDEAO se penche réellement sur les problèmes de l'Afrique pour pouvoir arranger les pays africains concernant les conflits, concernant tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique, pour que l'Afrique soit forte. Et je pense bien que pour que vraiment la CEDEAO puisse se projeter dans les années futures, il faut que vraiment elle puisse faire une toilettage. Et à partir de là, vraiment, elle pourra devenir encore plus forte. Sinon, actuellement, c'est très difficile pour la CEDEAO actuellement. Elle est vraiment, c'est comme un enfant qui est vraiment handicapé et autres. Et je pense vraiment qu'elle doit se remettre en cause. Et si elle se remet en cause, je pense bien qu'à l'horizon 2050, elle sera encore plus forte. Puisque même actuellement, sur le plan social et sur le plan économique, avec l'avènement même de l'éco et autres, je pense bien qu'elle nous fait rêver avec l'éco depuis fort longtemps. Et là, on attend, mais là, rien. Et je pense bien que si vraiment elle ne se remet pas en cause, je pense bien que dans les années antérieures, elle risque de mourir. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour la CEDEAO. C'était les réactions de citoyens qui mettent en avant justement les effets, les défis économiques et politiques, notamment. Monsieur Koman, pour vous, comment renforcer la stabilité régionale de la CEDEAO? Merci beaucoup, madame. Pour ce qui est du renforcement de l'architecture politique de la CEDEAO, je crois qu'il convient de se référer à l'agenda 2050 de la CEDEAO. Dans cet agenda, on y trouve des éléments marquants qui, mis en œuvre, peuvent donc permettre de consolider cette stabilité politique que nous souhaitons tous pour la CEDEAO. Il s'agit notamment de pouvoir impliquer les citoyens, et c'est d'ailleurs la vision de cet agenda, impliquer les citoyens pour une meilleure mise en œuvre des politiques qui sont axées sur les personnes. Longtemps, la CEDEAO était regardée comme l'affaire seulement des chefs d'État et des gouvernants. Et c'est pourquoi, bien sûr, on a du mal, les citoyens parlant, à comprendre parfois ce que fait la CEDEAO. Et donc, quand la CEDEAO, justement, au regard de ses objectifs, a du mal à les atteindre, le citoyen est encore plus emparé et plus critique vis-à-vis de cette institution censée lui assurer le bien-être. Et donc, pour que la CEDEAO puisse véritablement se consolider, se positionner dans l'espace ouest-africain et contribuer, je vais dire par ricochet, au développement de l'Afrique, il faut aller vers une gouvernance beaucoup plus inclusive qui implique donc sérieusement les citoyens, que ce soit à l'élaboration, que ce soit à la mise en œuvre, que ce soit au suivi. Et ces politiques qui répondent aux défis et aux besoins des Africains, donc, pardon, des citoyens de la CEDEAO, pourront avoir plus de chances d'être mises en œuvre effectivement, avec le soutien de ces citoyens. Je crois que c'est ce qu'il convient de faire. Monsieur Drissa, en quelques minutes avant de clore la première partie de cette émission. Oui, merci. Pour que la CEDEAO puisse effectivement consolider. Je pense que la CEDEAO a déjà réfléchi à plusieurs éléments. Quand on prend par exemple le Parlement de la CEDEAO, par exemple, qui est un outil effectivement de gouvernance. Mais c'est une bonne idée, une idée géniale, mais aujourd'hui on se rend compte que le Parlement existe, mais il existe de nous. Quelle est l'efficacité de ce Parlement-là? Donc pour nous, pour consolider son ancrage, il faut effectivement faire en sorte que le Parlement de la CEDEAO puisse exister, puisse prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment, par exemple, les parlementaires, ceux qui
des différents pays qui siègent au Parlement de la CEDEAO, on ne sait pas comment ils ont été choisis. Or, pour nous, pour que ce Parlement de la CEDEAO, par exemple, puisse être efficace, il faut faire en sorte que tout cela soit élu. C'est vrai qu'ils sont élus dans les différents pays, mais il faut qu'ils soient élus aussi au niveau de la CEDEAO. De sorte qu'il y ait une certaine légitimité au sein de la CEDEAO pour porter la voix aussi de la communauté. Et je pense que si cela est fait, leurs voix, leurs décisions seront plus contraignantes et faire en sorte que cela puisse être adopté dans différents pays. Mais si ce n'est pas fait ainsi, je pense que ce sont des belles idées, mais ce sont des belles idées qui meurent d'elles-mêmes. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Merci, monsieur. Nous allons clore cette première partie de l'émission et entamer juste après la deuxième partie de l'émission qui traitera justement de la CEDEAO à l'horizon 2050, juste après la pub. Retour sur ce plateau de Politicia et nous entamons cette deuxième partie de l'émission consacrée à la CEDEAO à l'horizon 2050. La CEDEAO qui est forte d'un PIB cumulé de 734,8 milliards de dollars vise à bâtir une communauté intégrée, prospère et inclusive et conserver une place économique significative en Afrique. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on en discute juste après. Née d'une vision économique le 28 mai 1975, la CEDEAO a navigué à travers les complexités géopolitiques et économiques africaines en restant fidèle à son ambition d'une intégration régionale forte. Comptant désormais 11 États membres au lieu des 15 à l'origine, la CEDEAO affronte les défis majeurs, notamment les retraits consécutifs du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dans un environnement de tensions politiques continues. En dépit de cette turbulence, l'aspiration originelle à l'intégration régionale demeure vive un demi-siècle plus tard. C'est dans cette perspective que Accra, capitale du Ghana, a inauguré un jubilé d'or à double portée, celle d'une commémoration historique et celle plus urgente d'un appel à introspection. Ghana stands ready to serve as the bridge. Nos citoyens doivent ressentir que la CEDEAO n'est pas une bureaucratie distante, mais une communauté vivante qui comprend leur lutte et championne leur espoir. Et n'oublions jamais le pouvoir de la diplomatie. We can restore cohesion and rebuild trust in our community. L'emblème de cet anniversaire révélé avec éclat incarne à la fois le souvenir d'un passé et l'orientation vers un avenir renouvelé. Forte d'un PIB cumulé de 734,8 milliards de dollars, la CEDEAO conserve une place économique significative en Afrique, intervenant dans divers secteurs clés tels que le transport, l'agriculture, l'énergie et le commerce. 1028 km Lagos-Abidjan Corridor Highway. La voie du corridor Abidjan à Lagos de 1028 km est l'un des plus grands corridors économiques du continent. Environ 42 millions de dollars ont été mobilisés pour financer les études techniques préparatoires de ce projet. To finance the technical preparatory studies of the project. L'horizon 2050 nourrit l'ambition d'une transformation profonde, évoluant d'une CEDEAO centrée sur les États vers une CEDEAO au service de ses populations, ambition actuelle soutenue majoritairement par un prélèvement communautaire de 0,5% sur les importations. C'était le reportage justement sur les ambitions de la CEDEAO à l'horizon 2050. Monsieur Koumans, je me tourne vers vous. Intégration économique et prospérité. Comment, selon vous, créer un marché ouest-africain unifié, selon vous? Merci, madame, pour votre question. D'abord, il faut saluer cette vision ouest-africaine du développement économique et social à l'horizon 2050. Je le disais tantôt, c'est extrêmement important pour la CEDEAO qui veut bâtir, qui veut construire solidement, de pouvoir mettre en lumière ou développer de façon significative certains secteurs d'activité. Il est indéniable que la CEDEAO doit pouvoir puiser sur ses propres forces et les ressources dont elle dispose, dont les États de la CEDEAO disposent dans l'espace CEDEAO sont extrêmement importants, qui développés et gérés de manière donc transparente et équitable pourront lui permettre donc de réaliser le rêve donc d'une CEDEAO, comme on l'a indiqué, d'un CEDEAO, pour passer d'un CEDEAO des États à une CEDEAO donc
des peuples, des citoyens dans la paix et dans la prospérité. Et cela passe par le développement, comme on l'a dit, de l'axe routier pour interconnecter les États. C'est extrêmement important et c'est l'une des priorités de cette vision et de l'agenda 2050. Il faut renforcer donc, le taux de commerce intra-État, CEDEAO, et pour juguler certains défis tels que les défis liés à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Voyez, les États n'ont pas, de ce point de vue, prenant l'exemple donc de la question alimentaire, n'ont pas les mêmes avantages, n'ont pas les mêmes atouts. Et donc, les États beaucoup plus développés de ce point de vue, c'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif, doivent pouvoir donc aider les autres. Mais ça passe par le commerce. Et ce commerce qui est florissant entre États va permettre le transfert des technologies et permettre aussi aux consommateurs des États dans le besoin de pouvoir se ravitailler plus aisément. On a parlé aussi d'énergie. Fort heureusement, on a des systèmes aujourd'hui qui puissent permettre, on a parlé du centre donc, pour le développement des énergies renouvelables. Il faut aller vers, excusez-moi, il faut aller vers ces types désormais nouveaux de production d'énergie. Dans l'espace CEDEAO, on a la possibilité de développer l'énergie solaire. Il y a aussi l'énergie, on va dire, hydroélectrique, qui sont aussi des possibilités qui s'offrent aux États de la CEDEAO. Merci, merci. Monsieur Soulama, justement, comment, selon vous, le projet d'autoroute Abidjan-Lagos peut-il renforcer l'interconnexion entre les pays de la CEDEAO? Oui, merci. Mais vous savez que le projet autoroute Abidjan-Lagos, c'est un levier de développement. Tout à l'heure, dans la première partie, on parlait de libre circulation des personnes et des biens. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'en termes de circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, il y a des difficultés en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens, les citoyens de la communauté, effectivement, voyagent par les routes. Mais est-ce que les routes que ces citoyens empruntent sont de qualité? Je ne pense pas. Donc, il faut l'autoroute Abidjan-Lagos, c'est un levier important de connectivité entre les populations de la CEDEAO qui va permettre à la CEDEAO effectivement de voyager en toute tranquillité, quitter Abidjan, aller à Lagos en passant par Cotonou, Lomé, etc., etc. Je crois que c'est un levier important de développement qui va permettre effectivement une interconnexion entre non seulement ces populations, mais aussi favoriser le commerce entre les différents États de la CEDEAO. Donc c'est un élément important, mais aujourd'hui on constate que ça tarde. Nous avions participé à un atelier, je crois que c'était depuis 2013, 2014 par là, mais on dit les études sont faites. Voilà, les études sont faites, mais qu'est-ce qu'on attend? On attend les moyens. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Afrique, particulièrement la CEDEAO, a des projets, a des idées, mais elle n'a pas les moyens pour les financer. Pour nous, ce projet qui est un ambitieux projet, la CEDEAO effectivement doit trouver les moyens par elle-même et non pas forcément attendre l'aide extérieure, l'aide publique au développement extérieur pour pouvoir développer ce corridor, les infrastructures dans notre sous-région, au sein de notre communauté. Cela va du leadership même de la CEDEAO en développant l'autoroute Abidjan-Lagos, qui va permettre effectivement une interconnexion, le déplacement, la fluidité, non seulement en termes de transport, en termes de marchandises. Ça tarde. Il faut que la CEDEAO se réveille sur ces différents éléments. Quel impact les barrières douanières et administratives ont-elles encore sur les échanges commerciaux dans la sous-région, selon vous? Je pense que les barrières douanières sont celles-là même qui aujourd'hui freinent le commerce intra-régionaux dans nos différents États. Vous voyez qu'au niveau des différentes douanes, il n'y a pas une tarification uniforme au niveau, par exemple, des douanes en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. Dans la sous-région, quand un véhicule, par exemple, quitte au Togo, je prends un exemple,
il y a des personnes, par exemple, qui quittent la Côte d'Ivoire, qui vont acheter un véhicule au Togo pour dire quoi? Parce que c'est moins cher en termes de dédouanement. Mais aujourd'hui, dans les douanes ivoiriennes, que ce soit au niveau du port, etc., donc il y a une certaine non-harmonisation effectivement de ces tarifs-là qui font qu'aujourd'hui, il y a une disparité entre les différents coûts liés aux produits. Un produit qui va coûter peut-être 100 francs à Abidjan, mais vous allez aller certainement à Cotonou, il va coûter moins cher. Pourquoi? Parce que ce sont toutes ces barrières douanières, tarifaires qui font que nos produits, il y a cette disparité au sein de nos communautés. La CEDEAO doit travailler à ce niveau-là. Quand vous regardez au niveau de... pour le faire, il faut aussi que la question de la monnaie puisse effectivement intervenir. Aujourd'hui, il y a une disparité de monnaie. C'est vrai, on a l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, où on utilise le franc CFA, qui est une monnaie qui est stable, qui permet effectivement à une certaine communauté de pouvoir effectivement échanger entre elles. Mais en dehors de cela, à côté, il y a d'autres monnaies qui existent. Le dollar, le CEDI, etc., le Naira, qui sont aussi des monnaies. Mais la CEDEAO a lancé depuis, je ne sais pas, depuis combien d'années, la question de l'éco. Mais je crois que l'éco, c'est une idée, mais je ne vais pas dire que c'est une idée mornée, mais depuis, elle n'avance pas. Alors que si on a eu cette monnaie commune au niveau de la CEDEAO, elle pourrait effectivement aider à réduire un certain nombre d'éléments en termes de douane, en termes d'effets, pour permettre aux populations, à la communauté CEDEAO, de pouvoir bénéficier de tous ces avantages au niveau de la CEDEAO. Quand vous regardez au niveau du CFA, aujourd'hui on a, à travers les industries, quelqu'un qui va s'installer par exemple au Togo, mais ce sont les mêmes règles, parce que c'est le franc CFA. Il y a l'OADA, l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, qui permet à tous ceux qui utilisent le franc CFA de pouvoir effectivement être suivis de manière juridique par des taux qui sont contrôlés par l'OADA. Mais ce n'est pas le cas au niveau de la CEDEAO. De sorte qu'il y a une certaine disparité entre francophones, entre utilisateurs de monnaie CFA et entre les autres utilisateurs. Ce qui n'est pas avantageux pour la communauté CEDEAO dans son ensemble. Monsieur Coman, je me tourne vers vous, revenant sur la question énergétique. Comment, selon vous, la CEDEAO pourrait améliorer durablement l'accès à l'électricité pour les populations quand on sait que, justement, le déficit atteint 50% dans la sous-région? Merci beaucoup. Pour pouvoir y arriver, c'est-à-dire pour pouvoir favoriser l'accès des communautés et des peuples donc, de la CEDEAO à l'énergie aujourd'hui, il convient de pouvoir donc tirer profit des énergies renouvelables qui s'offrent à l'Afrique de l'Ouest. J'évoquais la question de l'énergie solaire. On a aussi d'autres mécanismes. Il est question aujourd'hui de l'hydrogène vert qu'on peut utiliser, mais aussi nous avons des connexions autonomes qui ne sont pas connectés forcément donc, au système électrique national. Et ça, ces genres de systèmes, ce genre de connexions sont indiqués en milieu rural pour favoriser l'accès à l'électricité, surtout aux communautés de la CEDEAO qui vivent en milieu rural. Donc ça, ce sont des systèmes qu'il convient de pouvoir favoriser. Mais il y a lieu aussi, comme je l'ai dit, de revoir le coût d'accès à l'électricité, qui n'est pas toujours aisé pour certaines couches. Peut-être que c'est là qu'il y a tout l'intérêt pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Et dans la mesure où la CEDEAO veut mener une politique axée, centrée sur les personnes, sur les citoyens de la CEDEAO, et il convient de pouvoir, dans la politique donc d'accès à l'énergie dans la CEDEAO, de partir des besoins réels, donc des femmes, des jeunes, mais surtout des communautés en milieu rural, pour bâtir la politique afin de satisfaire les besoins. Sinon, on se retrouvait toujours dans les mêmes travers du passé, 50 ans en arrière. Or, il faut aller vers une CEDEAO beaucoup plus efficace.
Monsieur Drissa, justement, pour vous, comment résoudre la question énergétique au sein de la CEDEAO? Écoutez, la question de l'énergie, c'est une question cruciale parce que vous savez qu'en termes de développement, sans électricité, il est difficile pour nos communautés effectivement de pouvoir se développer. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin effectivement, comme le frère l'a dit, il a besoin effectivement de l'énergie solaire. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un faible développement, effectivement, vulgarisation de l'énergie solaire en Afrique de l'Ouest particulièrement. Je pense que cela devrait être le champ de bataille de la CEDEAO. Faire en sorte que l'énergie solaire puisse être développée en lieu et place de l'énergie hydroélectrique qu'on consomme aujourd'hui. Je pense que ça aiderait effectivement mieux nos communautés à pouvoir effectivement avoir de l'énergie. Parce que certainement en termes de coûts d'installation et les barrages qu'on crée à travers les barrages hydroélectriques, je pense que c'est assez coûteux. Et alors qu'avec l'énergie solaire, cela peut aider effectivement nos communautés à avoir plus d'énergie à ce niveau-là. Donc la CEDEAO devait faire plus la promotion de l'énergie solaire et puis comme il a dit tantôt, c'est aussi l'énergie renouvelable pour permettre aussi à nos différentes communautés de pouvoir effectivement vivre dans... Parce que tous ceux qui vivent dans les campagnes, on a des enfants qui vont à l'école, on a des enfants on a de la nourriture, on a tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, en termes d'énergie, ce sont des difficultés qu'on constate aujourd'hui. Vous allez dans certaines régions, il y a des coupures intempestives de courant qu'on constate. Je ne parle même pas des villages, mais je parle aussi de certaines villes, de certaines capitales voilà, ouest-africaines où l'énergie, le plus souvent, n'est pas à 100% tous les jours. Donc cela est un défi énorme pour la CEDEAO qu'il doit relever, notamment en pensant à d'autres formes d'énergie, notamment l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, pour permettre à la communauté ouest-africaine d'avoir l'énergie. En se tournant aussi vers la question de la jeunesse, justement pour vous, quel est ce rôle-là que pourrait jouer la jeunesse ouest-africaine dans le développement de la CEDEAO? Mais la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le moteur de tout développement. Donc je pense que d'abord, il faut miser sur la formation de la jeunesse ouest-africaine. Il faut faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les jeunes ouest-africains des différents pays. On sait qu'il y a les volontaires, mais est-ce que ces volontaires qui vont dans les différents pays de la CEDEAO, il faut plutôt davantage développer cela, faire en sorte que ce volontariat de la CEDEAO puisse profiter énormément à la jeunesse, à travers aussi des formations, de sorte que un jeune qui quitte la Côte d'Ivoire puisse aller effectivement se former aisément dans les autres universités. Et puis, il faut aussi adapter la formation des jeunes à la réalité du terrain, aux besoins des populations, pour la création effectivement d'entreprises. On parle de chômeurs, on parle de... Mais vous allez voir que la plupart de nos jeunes qui sortent dans les universités, le plus souvent, ils ne répondent pas directement à l'offre d'emploi aujourd'hui qui est proposée. Donc ça veut dire qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Mais si tel est le cas, il faut revoir les curricula de formation de nos différents jeunes, pour faire en sorte que les curricula soient adaptés à l'offre du marché. Et cela va réduire encore la question du chômage qu'on constate aujourd'hui, même la question de l'extrémisme violent et du terrorisme. Tout cela, il faut travailler sur la jeunesse, aider la jeunesse effectivement à mieux se construire, à se développer et à être une jeunesse qui crée la richesse plutôt qu'une jeunesse qui crée la violence. Monsieur Kouman, justement, réaction? Merci madame. Je partage le point de vue de M. Idrissa Solama. La jeunesse de la CEDEAO constitue un atout. C'est un dividende démographique qu'il faut escompter. Mais comment? Pour l'escompter, il convient de procéder à la formation, de renforcer les capacités de cette jeunesse pour la préparer non seulement à assurer donc la gouvernance demain de l'Afrique, donc de la CEDEAO, mais aussi pour pouvoir se positionner sur la scène internationale. Ça passe par la formation nécessairement.
à tous égards. Mais ça passe aussi par l'exemplarité que ceux qui gouvernent aujourd'hui laissent à cette jeunesse. De sorte que jeunes voyant faire ne reproduisent pas les mêmes tares que nous laissons apparaître. Donc c'est extrêmement important de pouvoir escompter ce dividende démographique que constitue la jeunesse en formant, en laissant aussi des pratiques et des valeurs qui puissent lui permettre d'être aguerri demain pour mieux assurer et surtout relever les défis de leur temps. Monsieur Kouma Dango, quelle est votre vision de la CEDEAO à l'horizon 2050? En quelques secondes. Merci madame. La CEDEAO dont je rêve, c'est une CEDEAO de citoyens engagés qui est une force de proposition constructive pour une gouvernance vertueuse en Afrique de l'Ouest. C'est aussi une CEDEAO d'un secteur privé compétitif résilient qui intègre la responsabilité sociétale et qui respecte les droits humains dans les opérations et dans le processus commercial. Enfin, c'est une CEDEAO de dirigeants et gouvernants exemplaires et intègres. Merci. Merci. Monsieur Drissa. Merci. Quelle est votre vision de la CEDEAO à l'horizon 2050? Oui, à l'horizon 2050, nous rêvons d'une CEDEAO en paix, une CEDEAO sans conflit et une CEDEAO où les communautés sont épanouies. Alors, cela passe effectivement par développer plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, pour parvenir à pas l'autosuffisance alimentaire, mais plutôt à la sécurité alimentaire de nos populations. Parce que, comme un sage le disait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, si nos populations ont faim, elles ne peuvent pas effectivement travailler pour le développement de la CEDEAO, pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut effectivement travailler pour déjà, sur ce secteur-là, le secteur de la sécurité alimentaire, parce qu'il y a trop d'importations des produits qui quittent l'extérieur pour venir dans nos différents pays. Il faut mécaniser et développer l'industrialisation de nos différents produits, notamment les produits d'exportation. On exporte plus nos matières premières en lieu et place de transformer nos matières premières. Donc la CEDEAO, effectivement, devrait se positionner sur ce champ-là, aider les différents États à plus de transformation que d'exportation. Je vous remercie. Merci, M. Drissa Soulama, coordonnateur national du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci. M. Kouma Dango, conseiller technique du président de Social Justice Côte d'Ivoire, merci d'avoir été parmi nous. Merci infiniment, madame. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Politicia, à retrouver sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.